Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Il y a Félix le chat et vous, qui est un phénix qui ne fait pas patte de velours. Dans un livre où vous dites tout de vous, vous évoquez entre autres des tentatives de suicide qui ne vous ont pas empêché de demeurer un drôle de pistolet. Bonjour Patrick Sébastien. Ah mon Jacques, c'est toujours un immense bonheur parce qu'en même temps que je suis dans l'époque d'aujourd'hui, chaque fois que je te revois, ça me rappelle notre belle jeunesse que nous avons partagée il y a tellement d'années. Ouais. Où c'était bien, où il n'y avait pas des travaux dans Paris. Ouais. Il y avait des travaux au bois, mais pas de travaux dans Paris. Exactement. Alors, cette époque, vous l'évoquez dans un livre chez XO, Vivre et renaître chaque jour. Ça va être la clé de notre rendez-vous avec 4 dates extraites de votre vie que j'ai trouvées dans ce livre, Patrick Sébastien. Ah bon. Un livre important pour vous d'ailleurs, parce que c'est très important, parce que ça a été un exutoire déjà. C'est un livre, comme tous ceux que j'ai fait, qui à la fois me fait du bien à moi et est fait pour faire du bien aux autres. C'est-à-dire que je viens de vivre 2 ans, on va en parler. À peu près tout ce qui peut arriver, et je suis malgré ça debout, optimiste, en pleine forme, et je veux donner un petit peu de la force qui m'a permis de tenir, de la force mentale à ceux qui me lisent. Alors, dans les dates qui figurent dans ce livre Vivre et renaître chaque jour, il y a le 11 mai 1987, le Casino de Paris, et vous prolongez l'Olympia pendant 3 semaines, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, Patrick Sébastien. Si, on peut l'imaginer, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça marchait. Les imitations marchaient formidablement bien, et on avait fait effectivement, je sais plus combien de semaines à l'Olympia, et on prolongeait 3 semaines à l'Olympia. Je me rappelle parce que malheureusement, j'avais un copain en première partie qui s'appelait Béjo, qui chantait une chanson sur Dalida. Oui. Et en matinée, on devait chanter, et on a appris la mort de Dalida à quelques mètres, pas loin. Elle était à Montmartre, elle était juste à côté. Et je me rappelle de cette journée qui était particulièrement bizarre. Mais enfin, j'ai d'autres souvenirs. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais imitateur seulement. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'étais juste imitateur, et on faisait le plein partout, quoi. C'était un bon. De toute façon, ça a toujours été mon bonheur. Mais comme j'ai toujours eu envie de vivre 1000 vies, c'était une de mes vies. Comme la télé a été une de mes vies, voilà. Et justement, la télé, vous avez reçu dans votre loge au Casino de Paris, Patrick Sébastien, une visite. A me basterebbe essere ricordato come una persona per bene che ha fatto del bene all'Italia. Il est venu vous voir un soir dans votre loge. Ouais, j'ai entendu tellement de mal sur ce mec. C'était à l'époque où il y avait où il voulait créer la 5 en France. Il y en avait partout, les affiches dans la France entière. Il voulait en faire la première chaîne de France. Donc il avait lancé un mercato, un peu à l'image du mercato qu'il avait lancé pour son club, le Milan AC. Et il commençait à acheter toutes les vedettes de la télé. Moi, à l'époque, je voulais pas faire de télé régulièrement parce que ça payait pas la télé. C'était une vitrine simplement. Je faisais une émission qui s'appelait Carnaval, qui faisait un carton, parce on parle des audiences d'aujourd'hui, mais sur Carnaval, on faisait 21 millions de personnes. Oui. Hein. C'était notre temps. Et dans ma loge, je vois arriver ce mec à l'entracte, qui me fait un numéro de charme hallucinant, en me disant, Patrick, je veux que tu viennes travailler avec nous, tu peux faire l'émission quand tu veux. Ouais, puis il m'annonce une somme. Un truc, quand t'as 30 balais, tu dis, mais c'est pas possible. Et puis je lui dis, tu sais, moi j'ai mon petit lutin libertaire qui s'allume tout le temps, donc je lui dis, ouais, peut-être, mais j'aurais pas le droit de faire ce que je veux. Il me dit, ah non, vous faites ce que vous voulez, toute la liberté. Alors tu te rends compte, un mec qui vient de proposer beaucoup d'argent, la liberté, les moyens de faire tout. C'était un bonheur. Puis j'ai une autre petite lampe qui s'allume, parce qu'à l'époque, j'ai dit, mais qui y a d'autre sur votre chaîne? Et il me dit, il y a Bouvard, il y a Guillaume Durand, il y a Patrick Sabatier. Et moi, je l'adore, Patrick, on est copains, mais à l'époque, tu sais, les égos à la con de télé, ça passait pas bien avec Patrick. Et là, j'ai un espèce de coup de bravage complètement idiot, en me disant, mais monsieur Berlusconi, regardez, la salle est pleine, je m'éclate. Alors non seulement je vais pas venir chez vous, mais je vais aller en face, sur TF1, en face de votre Sabatier. Et là, il met les 2 doigts en V. Et donc je dis, c'est quoi cette victoire-là? Il me dit, non, les doubles. Voilà. Et là, putain, je fais... Et ce mec, dont on dit beaucoup de mal, et qui a fait certainement des choses pas avouables, écoute, je te jure, je me demande s'il en existe encore dans la télé aujourd'hui. Il nous a donné les moyens de faire de la télé, avec une liberté totale, et le jour où ils nous ont virés, ils nous ont payé les dédommagements dans la semaine. Alors on dira ce qu'on voudra, mais j'ai vu un mec
avec nous, qui a été d'une droiture. Par contre, c'est vrai que à l'époque, il arrangeait des cadeaux qui étaient... Moi, je me rappelle que on était allé à Milan et il avait dit à certains animateurs, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Chez Cana qui se sont fait offrir des Ferrari. Oui. Moi, il me dit, Patrick, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Moi, j'aime bien le plaisir, quoi. Comme tu sais pas choisir, peut-être quand tu vas descendre de l'avion, il y aura une blonde, une brune, une rousse qui t'attendra à la sortie. Et il y avait une blonde, une brune, une rousse qui m'attendait au pied de l'aéroport, dont je n'ai pas abusé, évidemment, mais c'était le personnage, quoi. Moi, je me souviens de lui, mais dans des conditions beaucoup plus sérieuses. Il m'avait reçu pour une interview dans son appartement qui est donné sur l'Arc de Triomphe. Il était au piano, un homme piano. Je me rappelle de l'appartement. Il jouait Revoir Paris de Charles Trenet, il chantait, il adorait. Et le mec était certainement un mec déplorable par d'autres côtés, mais quelque part c'est des mauvais seigneurs, mais c'est des seigneurs. Il y a une classe, il y avait une élégance, il y avait un charme surtout, il y avait un charisme. Putain, il m'a bluffé, quoi, de charisme, de tout ça. Et après, on a dit beaucoup de conneries sur cette aventure de la 5. La vérité, elle est que il y a un type qui est arrivé qui nous a dit, c'est lui qui a lancé les producteurs animateurs, parce qu'on se faisait niquer par les chaînes traditionnelles. Moi, je bossais pour Carnaval sur TF1, c'est moi qui payais de ma poche certains invités qui venaient, quoi. Et on faisait 22 millions de personnes. Donc il a dit, lui, c'est fini tout ça, vous allez pouvoir profiter de votre travail. Donc merci. Alors, il y a une chose que j'ai découvert dans votre livre, Patrick Sébastien, c'est que votre carrière, vous la devez à un interrogatoire quand vous êtes policier et que vous interrogez une femme. Non, c'est pas que je suis policier, c'est pas ça du tout. Je l'interroge à la manière d'un policier. Tu sais, dans le bouquin, je parle beaucoup de l'amour, de ma conception de l'amour, qui est de ne pas s'appartenir, de liberté totale. Et à l'époque, j'étais crétin, c'est-à-dire j'étais jaloux, j'étais amoureux d'une petite. Et on allait dans les bals ensemble. J'étais très jeune, hein. Et je suis parti jouer au rugby en Afrique du Sud. Et quand je suis rentré, j'ai appris qu'elle m'avait planté avec un musicien d'un orchestre qui, plus tard, est devenu très célèbre, puisque l'orchestre s'appelait les Goldfinger et qu'après, c'est devenu les Gold, le groupe Gold. Et je vous dirai pas qui c'est, il y a des musiciens, hein. Et donc là, ça m'a tellement mis en colère. Il y avait un radio-crochet sur la place d'en face. J'ai dit, s'il suffit de monter sur une scène pour se taper les nanas des autres, je vais aller faire le radio-crochet. Et c'est parti là-dessus. C'est tout con. Alors, peut-être que ma carrière aurait démarré autrement, mais la première fois que je suis monté sur une scène pour faire des imitations, c'était pour cette raison-là, pour une histoire idiote de jalousie d'amour. Et vous êtes arrivé à Paris venant de Brive, Patrick Sébastien, avec, je crois, 600 € en poche. Ou 600 francs. 600 francs, oui. C'est à 100 €. 100 €. Et en me disant, je demanderai jamais rien à personne. Et d'ailleurs, depuis l'âge de 16 ans, j'ai jamais demandé rien à personne. J'en profite pour passer un message, étant donné que j'ai passé ma vie à entretenir les autres. S'il y a une mécène suffisamment, qui m'aime suffisamment, qui reconnaît que mes émissions lui ont fait du bien, qui dispose d'une fortune assez importante, si elle voulait m'aider à réaliser mes rêves pendant les derniers jours de ma vie, c'est-à-dire pas me nourrir, mais m'aider à faire des albums, des téléfilms, etc., je suis preneur. Je fais dans ma caisse, je bois pas, je mords pas, et j'ai encore quelques qualités physiques qui me permettent d'assurer le bonheur de cette éventuelle personne qui aurait la générosité de me faire plaisir en me faisant don de quelques miettes de sa fortune pour m'aider à exprimer mes qualités d'artiste. Voilà. C'est bien dit. Ah, c'est très bien. Et le message est passé. Et le message, envoyez-le à Sud Radio ou à Jacques Pessis qui fera suivre. Mais c'est pas une plaisanterie. Non, je n'hésiterai pas. Alors, il faut savoir aussi que vous avez démarré une carrière sans plan de carrière. Moi, je me souviens de vous. Un jour, on parlait ensemble à Radio Monte-Carlo et vous disiez, j'ai envie de faire ceci, cela. C'était pas clair dans votre tête. J'ai un plan de vie. J'ai un plan de vie, c'est une phrase que j'ai citée au début de mon livre. C'est une phrase de Plutarque qui dit « On ne naît pas pour exister, on naît pour vivre ». Et donc mon plan de vie, c'est de vivre à peu près toutes les émotions possibles dans la mesure du respect de l'autre et en me faisant le plus de bien possible et en faisant par ricochet le plus de bien aux autres, parce que j'ai appris depuis très longtemps qu'il n'y a que dans la générosité qu'on arrive à se retrouver soi-même. Et ça vous a pas empêché un jour, je crois en 79, de tenter de mettre fin à vos jours à la suite d'un chagrin d'amour? Ça, c'est un chagrin d'amour. Donc c'est ce que j'appelle un suicide idiot que je regrette profondément d'avoir fait une chose, même si j'ai beaucoup d'estime pour la personne.
pour laquelle c'était Marie-Myriam. Tu as connu, on a eu notre histoire d'amour. Et puis, je te dis, j'étais dans cette jalousie bête, j'étais dans cette appartenance bête, et j'ai fait effectivement, parce que je souffrais, parce qu'un chagrin d'amour, ça fait énormément souffrir. Quand on est dans ce profil-là, aujourd'hui, j'évite d'avoir ce genre d'amour-là, donc ça ne m'arrivera plus. Mais c'est vrai que je le regrette, je regrette d'avoir tenté un truc comme ça qui est complètement stupide. Je cite une phrase de Frédéric Dard dans mon bouquin, parce que Frédéric avait fait un suicide aussi. Il avait tenté, il s'était pendu, oui. Oui, il s'était pendu, il était resté dans le coma. Moi, c'était une ébauche. Ils ont réussi à me sortir du truc, tu vois, parce que j'ai prévenu tout de suite. Mais lui, c'était parce qu'il... à cause d'une femme qui est toujours restée la sienne d'ailleurs, mais c'était la femme de son meilleur ami et il culpabilisait de ça, enfin, il m'a expliqué ça, et il y a cette jolie phrase qui ne fait pas partie des aphorismes connus de Frédéric Dard, mais qu'il n'a dit qu'à moi. Il m'a dit, si on parle d'introduction incongrue, l'amour mérite à la limite un doigt dans le cul, mais certainement pas une balle dans la tête. J'ai trouvé ça, enfin c'est du Dard, voilà. Qui est le personnage qui restera pour moi la personne la plus formidable que j'ai rencontrée dans ma vie. Je l'idéalisais quand j'étais gamin. Et en principe, quand on idéalise les gens, qu'on les rencontre, ils sont souvent en dessous de ce qu'on avait idéalisé. Et lui, il était au-dessus. Et vous êtes quand même resté un enfant de la balle, justement. On va en parler avec... enfant de la balle, oui. On va en parler avec une autre date, le 29 novembre 1992. À tout de suite. 29 novembre 1992, oui, ça me dit rien. Eh ben voilà, à tout de suite sur Sud Radio pour en parler avec Patrick Sébastien. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Sébastien. Il y a ce livre Vivre et renaître chaque jour que vous publiez chez XO Éditions. 29 novembre 1992, l'anniversaire de celui-ci. Mes chers compatriotes, oui. C'est avec beaucoup d'émotion. Bien sûr. Les 60 ans de Jacques Chirac et vous êtes l'invité surprise à la mairie de Paris. Oh là, c'est un des plus grands tracts de ma vie. Bon, j'ai toujours eu des relations très très amicales avec Jacques, parce que on se voyait pas régulièrement, on avait des relations épisodiques, mais toujours empreintes d'intimité, de vrai soutien. Moi, j'ai fait partie de ceux qui étaient près de lui quand il était 11% dans les sondages, que tout le monde disait qu'il était mort, et que 4 mois après, il était président de la République. Donc c'était pas un calcul de ma part, c'était une vraie amitié. Et c'est vrai que le jour de ses 60 ans, c'était à l'hôtel de ville, mais je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'ai eu la trouille de ma vie. Il y avait une immense salle avec une table en U, tu sais, où il y avait tout le monde. Mais que si tout le monde, c'est-à-dire Johnny, Delon, enfin toutes les stars, Rostropovitch, donc tu vois un peu l'assemblée. Et moi j'avais dit que je pouvais pas être là. Et en fait c'était pour lui faire une surprise. Et à un moment, Lynn Renaud est allée le chercher et l'a installé au milieu. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était immense, hein. Et t'as ce mec qui est tout seul au milieu, qui est maire de Paris, et Lynn lui dit, il y a une surprise pour toi. Et moi, je rentre grimé totalement en général de Gaulle, pour lui faire son compliment d'anniversaire. J'avais les jambes qui tremblaient quand même, parce que d'un seul coup, je me suis dit, voilà, le petit Patrick Bouteau, bâtard de Juillac, là, il est à l'hôtel de ville, avec toutes les stars qui puissent exister, en train d'imiter le général de Gaulle pour Chirac. Et là, je me suis fendu d'un message d'affection que j'aime particulièrement, en lui disant tout le bien que je pensais de lui, en tremblant comme une feuille. Et à la fin, il s'est approché de moi, il m'a dit, putain, de près, c'est encore plus impressionnant. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est... Alors, il y a des images de ça, j'ai jamais pu les récupérer. Je sais que quelqu'un a filmé ça, je crois que Claude, qui est une amie, a filmé ça. J'ai jamais pu récupérer les images, mais qu'est-ce que j'aimerais les récupérer. C'est-à-dire que le général de Gaulle avait beaucoup d'humour, en fait, beaucoup plus qu'on le dit. Oui. Un jour, à un poste frontière, il serre les mains des douaniers, et lui, il leur dit, messieurs, pour une fois, je n'ai rien à déclarer. Chirac aussi avait beaucoup de... Oui, beaucoup d'humour. Moi, il m'a fait des trucs à mourir de rire. Quand il arrivait à l'Élysée, je suis allé le voir. Il préférait l'hôtel de ville au niveau local. Oui. Parce que c'est vrai que l'hôtel de ville est beaucoup plus beau que l'Élysée. Et je suis arrivé, je dis, putain, quand même, je regarde autour, je fais quand même bel appart. Et oui, mon petit Patrick, de particulier à particulier. Et vous avez été près de lui même pendant la dissolution de 97. Ah oui, ça c'est un scoop que je donne. Alors... est-ce qu'il m'a menti ou pas? Mais je ne pense pas. C'est quelque chose qui a échappé aux journalistes. C'est dans le bouquin, parce que je tenais à dire ça. Il y a prescription. Maintenant, il savait que j'en parlerai pas avant. Au moment où il fait la dissolution, la France, il y a vraiment le bordel dans la rue, hein. C'est vraiment très très chaud.
Et si tu veux, les gens de droite disent on va faire une dissolution, comme ça le peuple va nous redonner une légitimité, ils vont voter à droite et on va avoir le truc. Et donc, la façade, c'est ça. Mais moi, entre le moment où il le dit et le moment des élections, j'ai une intimité avec lui où il me dit, je lui dis, mais pourquoi t'as dissous? Il me fait, bah, pour ça. Et à un moment, il me regarde, il fait, tu me crois? Je dis, bah ouais. Ah ben, t'as tort. Il dit, parce que, honnêtement, je pense pas qu'on va gagner, je pense que la gauche va gagner. Seulement, ce qui se passe, c'est que si je fais pas ça, c'est moi qui vais les avoir dans la rue. La gauche va gagner, va y avoir une cohabitation, c'est eux qui vont les avoir dans la rue, et dans 5 ans, je serai réélu. Les faits lui ont donné raison. Est-ce qu'il m'a menti? Est-ce qu'il m'a pas menti? Est-ce que c'était un coup de bluff? En tout cas, ça s'est passé comme ça. Jospin est devenu Premier ministre. C'est lui qui a récolté la colère des gens, et c'est Chirac qui est passé le truc d'après. En 2002. Et il y a aussi un enregistrement CD que vous avez dans votre voiture. Chirac. Ça, c'est extraordinaire. C'est une blague, ça. C'était parce que le soir, après, je me rappelle, c'était après l'émission de ce que j'avais fait autour d'Henri Salvador. Oui. Il m'avait laissé un message magnifique. Patrick, cette émission était formidable. Tu fais du bien à la France. Tu vois, un truc. Et moi, j'ai eu l'idée de copier ça sur un CD et de mettre ça dans ma bagnole. C'est-à-dire que quand je me faisais arrêter par les flics, ce qui m'arrivait de temps en temps, les flics ils m'arrêtaient, excès de vitesse, tu vois, pas grand-chose, mais... Et au moment où j'ouvrais la vitre, j'enclenchais le CD, je disais 2 secondes, j'ai un appel du président, et ça marchait quand même, tu vois. Et sauf... Alors une fois... je me fais rattraper sur l'autoroute, les mecs ils me demandent de me garer à une station-service, et je fais le même coup, tu vois, je baisse la vitre, et je mets le CD, et le mec, le flic, il me regarde, il me fait voir le truc de vitesse, il me fait, t'as vu là, 150 au lieu de 130, c'était pas énorme, tu vois. Il appuie sur un bouton, il me fait, eh ben, il y en a plus. Et il se penche, il me dit, mais c'est pas par rapport à Chirac. Moi, je m'en bats les couilles de Chirac. Simplement, mon fils, il est fan de toi. Si je rentre à la maison et que je dis à mon fils que j'ai aligné le mec qui fait le plus grand cabaret du monde, il me tue. Donc je trouvais ça. Et je les ai invités après au plus grand cabaret du monde. Et moi je me souviens de Thierry Leluron, j'étais faire un gala avec lui, et en voiture il roulait un peu vite avec sa Jaguar. Ça nous arrive. Et la police dit, Monsieur Leluron, faut pas faire ça, c'est une autre époque. Il n'y avait pas de radar à l'époque. Oui. Mais moi, j'ai fait d'autres plans. Mais mon plan préféré, je peux plus le faire parce que je l'ai dévoilé. C'est-à-dire que des fois, quand j'étais arrêté par les flics, le flic, il ouvre la porte, Monsieur Sébastien, je peux avoir papier. Et je lui fais, je vais vous donner mon papier. Et là, le mec, il me regardait. Pardon, je vais vous donner les papiers. Attendez, tu vois, et je ramasse, il me fait, vous pouvez sortir de la voiture, s'il vous plaît? Pas de problème, je sors en titubant, tu vois. Souffler dans le ballon, je souffle, et rien. Et je fais, il est cassé. Le mec, il me fait, oui, ok, on va en prendre un autre, hein. Et le temps qu'il me dit ça, je dis, de toute façon, ça servira à rien, parce que moi, je picole plus depuis 30 ans. Et là, le mec qui me regarde, il me dit, mais vous foutez de nous? Je dis, non, attendez, est-ce qu'il y a une loi qui interdit de faire semblant d'être bourré? Il me dit non, mais il y en a une qui interdit de se foutre de notre gueule. Et là, j'ai rattrapé le coup en disant écoutez, en fait, je suis en train d'écrire une pièce où je joue un mec bourré, je voulais voir si j'étais crédible. Et le flic, il me dit vous êtes crédible. Alors, je vous dis rien, mais à une condition, vous nous invitez à la pièce. J'ai dit d'accord, à part que la pièce, il fallait que je l'écrive. Voilà, c'est tout. Et je peux plus le faire depuis que je l'ai dévoilé, je peux plus. Mais c'est marrant à faire. Hein. Alors, il y a aussi, ça va continuer, parce que je crois que vous entretenez... Ça fait partie des canulars que tu aimes tant, mais bien sûr, qui font de mal à personne, mais qui sont des petites arnaques. Et qui sont de plus en plus rares aujourd'hui. Qui sont de plus en plus rares. Alors, je sais que vous continuez à fréquenter Emmanuel Macron par texto interposé. Je fréquente pas, je te dis, on a dû se voir 2 fois dans notre vie. J'ai la chance d'avoir ce lien, d'avoir son numéro, je peux lui remonter des infos. C'est-à-dire que je me sers pas pour moi, parce que si je m'en servais pour moi, je serais encore à la télé. Oui. Non, je suis là, comme pour être l'interprète de plein de gens qui aimeraient faire comme moi. Il y a plein de gens qui le matin j'aimerais dire au président ça. Donc je passe mon temps à remonter, là en l'occurrence en ce moment, lui dire que les gens, leur plus gros problème c'est de remplir le caddie, quoi. Après ce qu'il en fait, parce qu'il a plusieurs interlocuteurs comme ça, il doit avoir une centaine facile de personnes de tous les milieux, des artistes, des chefs d'entreprise, des ouvriers, à qui il demande son avis pour prendre le pouls du pays. Ce qui est pas con d'ailleurs, hein, je trouve ça plutôt intéressant. Et donc il m'arrive de remonter des trucs. Alors quand c'est pas très gentil, il me répond pas, parce que des fois je suis pas gentil du tout. Et puis, mais au moins
il entend le truc et la plupart du temps, il répond. Moi, je sais qu'à l'époque du Covid, par rapport aux artistes, j'ai essayé pas mal de choses pour qu'on protège les artistes, pour qu'on protège les petits cabarets qui étaient en train de crever. Je sais qu'il a été à l'écoute, il a même donné des numéros où il fallait appeler, alors qu'il n'y avait aucun intérêt électoral, tu vois. Donc je me sers de ce petit privilège-là, mais que j'ai eu tout le temps, que j'ai eu avec Hollande, que j'ai eu beaucoup plus avec Chirac, ou avec Chirac, c'était plus en face à face, où je lui disais, voilà ce que je sens qui va pas. Après, eux, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais je trouve que j'ai évité pas mal de trucs. Je sais qu'il y a eu par exemple, vers chez moi, il y a eu été question d'aller faire des recherches de schiste, du gaz de schiste, et je me suis battu de ce côté-là pour que ça n'arrive pas, et ça n'est pas arrivé. Donc je suis assez fier de ça. Voilà. Il y a quelqu'un aussi que vous évoquez dans ce livre, Vivre et renaître chaque jour, Christian Estrosi, avec qui vous avez fait des blagues à New York, des concours de tarte à la crème. C'est marrant parce que moi, les politiques, j'ai pas une estime extraordinaire. Moi, je voudrais qu'on fasse une révolution humaniste non violente. Donc on n'a pas encore le porte-parole. Mais c'est vrai que j'ai des rapports très variés parce que je m'arrête pas à la façade. Je peux manger aussi bien avec Robert Ménard que j'aime beaucoup et Fabien Roussel que j'aime beaucoup, qui sont de bords complètement différents. J'ai toujours quelque chose à puiser. Et Bestro, c'est autre chose. C'est qu'il y a des années, une époque que tu as connue, il était, on va pas dire la marque, mais il était sponsorisé par une marque d'apéritif très connue. Et moi aussi. Et il était pilote moto, c'était un grand pilote moto, Estro. Il avait les cheveux longs sur les épaules, moi aussi. Jean-Pierre Rive aussi, d'ailleurs on a une très belle photo où on est tous les trois. Et on est parti à New York parce qu'il y avait ce truc d'apéritif, faisait récompenser des non classés en tennis pour leur faire assister au tournoi de Flushing Meadows. Et on est tous partis pendant une semaine, mais on a déconné grave. Et ça s'est fini par... Il a des photos d'ailleurs, Christian. Ça s'est fini par une bataille de tarte à la crème en haut du World Trade Center, mais une belle bataille. Et c'est vrai qu'entre ça et la fonction, moi je l'ai perdu de vue pendant un moment, et je l'ai revu avec les cheveux courts, Amidonné, maire de Nice, et tout ça. Mais dans le fond, le mec, on s'est bien amusé. Puis après, j'ai affaire à une autre personne responsable. Moi, j'aime bien aller voir derrière les choses, comment sont les gens. J'ai passé des soirées formidables avec des gens qui apparemment, quand ils posent leur habit de politique, il y en a qui sont vraiment intéressants. Et j'ai pas de paroisse, j'ai pas de bord. C'est ça aussi qui fait que je peux parler avec eux tranquillement. J'ai quand même une belle, en ce moment, un mec que j'aime beaucoup, c'est Roussel. J'aime bien ce type. On va continuer à parler justement avec vous, non pas de politique, mais de vous, à travers une autre date, le 22 janvier 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Sébastien. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Sébastien. Je crois que vous êtes le recordman des clés d'une vie par le nombre d'interventions. Parce qu'on s'aime bien, parce que je suis bien chez toi, parce qu'il n'y a pas de malice. Tu sais, souvent, dans les entretiens qu'on a, c'est d'ailleurs un point commun qu'il y a avec les youtubeurs. Oui. Je suis allé faire quelques trucs avec des youtubeurs, ils sont bienveillants. Tous. J'en ai jamais trouvé un d'agressif qui essaie de coincer. Il y a des journalistes, je te dirais pas qui, je vais pas y aller parce que je sais qu'ils vont essayer de me choper avec un truc à la con où j'ai pas envie de parler de ça. Ils vont chercher le buzz à tout prix. Toi, t'es un bienveillant, donc je sais que je suis entre de bonnes mains, même si elles sont petites. Personne n'est parfait. Non, mais surtout, je pense qu'il y a des choses à raconter grâce à votre livre Vivre et renaître chaque jour, qui est chez XO. Je pense que c'est le plus abouti et le plus personnel de tout ce que j'ai écrit, parce qu'il vient au bout d'une période qui est compliquée. Oui. Alors justement, cette période, vous donnez une date, le 22 janvier 2022, 8 heures d'anesthésie. Ouais, c'est-à-dire que... Alors, déjà, première chose, si je suis là aujourd'hui, si je suis en forme, c'est parce que je me suis jamais apitoyé et je ne me plains de rien. Je fais partie de ces gens qui considèrent que dans la vie, tout est écrit. Donc ce qui est arrivé, c'est que ça devait arriver, ça fait partie du karma. Et d'ailleurs, ça aide à tenir, de savoir qu'on peut pas se battre contre l'inéluctable. Mais il se trouve qu'en 2 ans, j'ai pris sur la gueule... en plus de ce que j'avais eu avant, c'est-à-dire la chose la pire qui puisse m'arriver dans ma vie, c'est-à-dire la mort de mon fils. Là, en 2 ans, j'ai pris l'éviction de la télé où on m'a traité
Un peu comme les pervers narcissiques traitent les nanas. Ouais. C'est-à-dire, on m'a rabaissé, humilié, ce qui fait que quand je suis sorti de ça, je me suis dit, putain, je vaux plus rien. Je te jure que dans ma tête, c'était ça. Oui, mais quand on voit le successeur qui a remplacé avec une formule identique, qui a fait 2 émissions et il donne plus de nouvelles. Quand pendant des mois, on te rabaisse, on te dit que tu vaux plus rien, tu te poses des questions. Donc il faut se reconstruire derrière. Et derrière tout ça est arrivé donc des deuils importants. J'ai perdu 2 amis très importants. Mon copain Norbert de Carcassonne et puis mon copain Max de Toulouse. Ça a été des blessures violentes. Et puis derrière est arrivée la séparation avec Nana, avec ma femme. Ça fait 30 ans, mais c'est une belle séparation. C'est-à-dire qu'on a décidé d'un commun accord, je suis dans les bouquins que j'avais été largué, d'un commun accord parce qu'on est des gens intelligents. On a décidé de mettre nos vies sentimentales chacun de côté. Mais ça n'empêche pas qu'on se voit tous les jours. On travaille ensemble, elle est là pour moi, je suis là pour elle, on a notre fille. J'ai écrit ce bouquin pour ça aussi, quand je vois le nombre de séparations qui tournent au drame avec des insultes, des tiraillements, des violences, il faut à un moment être adulte et se respecter. De toute façon, c'est le fil de ma vie. Et puis comme si ça suffisait pas, derrière, donc, on m'annonce que j'ai un cancer du rein. Enfin, une tumeur non invasive, cancer Bagrade, ils appellent ça, mais qu'il faut enlever. J'ai eu un bol, j'appelle ça un cancer dans mon bouquin, parce que je l'ai découvert par hasard. Et l'opération qui a eu lieu le 22 devait durer 3 heures, c'était une cœlioscopie, mais il se trouve que je suis pas foutu comme les autres. Je le savais pour une autre partie de mes organes, mais pas pour celui-là. Je croyais que j'avais... la plupart des gens ont une artère dans le rein, moi j'en avais 3, donc le mec qui a opéré, il s'est dit, si on continue, on va à l'hémorragie, donc ils ont tout enlevé leur truc, ils ont converti, et au lieu de faire 3 heures d'anesthésie, j'ai fait 8 heures sur la table d'opération, et je me suis réveillé avec la totale, les perfusions, les machins et tout. Et donc j'ai fait une semaine d'hosto, et puis beaucoup de rééducation, j'ai encore une cicatrice de 40 cm, mais c'est passé, et toute cette succession d'emmerdements, parce que c'est pas mal, ça fait une belle collection, tout ça, j'ai réussi à m'en sortir moralement avec des clés que je donne aux gens, avec des clés d'optimisme, de bienfait. Des clés de vie, oui. Des clés de vie, ne jamais en vouloir déjà. La rancune, la rancœur, contre le sort, contre soi-même, contre les autres, ne mène à rien. Et puis la phrase de ma maman qui est essentielle, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Ça, c'est un truc que j'ai appliqué. Donc, à travers le livre, je parle de plein de choses, et en filigrane, sans arrêt, il y a ce message de renaître chaque jour. C'est-à-dire ne pas s'arrêter sur nous. Alors, c'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile. Je fais pas la morale, hein. Je dis pas que c'est facile, mais, si on est dans la bienveillance, si on est dans la générosité, si on fuit toute rancune, si on est optimiste et si surtout on se dit que c'est inéluctable, que ça doit arriver, on s'en sort beaucoup mieux moralement. Moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de psy, je bois pas, je prends pas de drogue, je prends pas de tranquillisants, j'ai rien, et j'ai réussi à tenir debout. Je me suis mis plein de projets en me foutant que ça ait du succès d'ailleurs. Le livre a été un super exutoire. Je conseille d'ailleurs à tout le monde d'écrire. Dans ces cas-là, ça fait un bien fou d'écrire, même si t'es pas lu. En l'occurrence, je préférais que ça soit lu, mais si c'est pas lu, c'est pas grave. Je suis parti sur des galas, des spectacles, des tournées, la tournée du plus grand cabaret. Oui, qui reprend là. Moi, tout l'été, j'ai gambadé sur des scènes, j'ai fait la feria de Nîmes, il y avait 15 000 personnes. Il y en a pas un qui s'est aperçu que 3 mois avant, j'étais cloué dans un lit d'hôpital et qu'au moment où je montais sur scène, j'avais quand même une petite appréhension parce que ça tiraillait, tu vois. C'est notre rôle aussi, nous saltimbanques, pour ça que j'ai pas médiatisé, de monter, donner du bonheur sans leur montrer que nous, ça va pas forcément bien. Mais des comédiens m'ont expliqué qu'ils arrivent sur scène malades. Oui, bien sûr. Tout sur scène, donc tout va bien. Bien sûr, à part que moi, c'était quand même une très grosse opération, donc il fallait que j'évite. Alors, mon kiné, il me disait évite de sauter. Putain, sur les sardines, j'étais obligé de me retenir, tu vois, de pas sauter, j'avais des mômes de partout qui sautaient partout. Donc, il y a eu quelques moments où je suis sorti de scène, j'étais un peu, ça tirait un peu sur le ventre. Mais l'amour que m'avaient renvoyé les gens était une thérapie formidable. Et puis, on recommence ça l'année prochaine, surtout. Ces sardines, on s'en passe pas, finalement. Bah oui. Mais c'est un succès incroyable. Alors, c'est un truc de fou, parce que la genèse de l'histoire, elle est trop marrante. Je dois Henri Salvador. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'Henri Salvador, il avait fait, tu sais, Jardin d'hiver.
Et moi, je fais un album, j'étais à Toulouse avec mon pote René Coll, et on fait un album de fête, de machin, comme j'ai toujours fait, j'ai pas honte de ça, au contraire. On a toujours fait ces albums pour s'amuser. Et il est 2h du matin, l'album est fini. Et j'ai fait une bossa, un peu dans le genre jardin d'hiver, tu vois, un beau truc. Et on est avec René devant la console, et je lui dis, putain, elle est belle ma bossa. Et René, il me regarde, il me fait, ouais. Mais à Lézignan-la-Cèbe, à 2h du matin, quand ils sont au bar, ils s'en battent les couilles de ta bossa. Je te promets qu'ils s'en battent les couilles. J'ai dit, tu veux que je t'en fasse une chanson à la con? Donne-moi 10 minutes. Je suis parti dans la pièce à côté, je suis revenu, je lui ai fait, qu'est-ce qu'on est serré au fond de ça te va, ça? Fait, ouais, parfait. Mais quand elle est sortie, elle a un peu marché, pas tant que ça, hein. Et aujourd'hui, c'est Hanouna qui l'a relancée et Ramzy. Putain, elle est partout, dans tous les mariages, elle a fait le tour du monde, cette chanson. Même dans les enterrements, et vous le racontez dans votre livre. Ah ben, je te ferai les images après, si tu veux. J'ai une vidéo, mais je sais que ça arrive à peu près tous les 15 jours, que des gens se font enterrer avec, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Des mecs qui ont l'humour suprême de dire, ben, moi, je fais un pied de nez à la mort, et je veux être enterré avec cette musique-là. J'ai les images, ça fait drôle, hein, de voir le cercueil porté, le curé qui suit derrière, et les enfants qui tapent dans les mains. Et la première image que j'ai eue de ça, c'est une foraine qui s'est fait enterrer avec ça, et son fils m'a appelé en me disant, ça nous a fait du bien, c'était sa volonté. J'avais déjà eu beaucoup d'enterrements où il y a le petit bonhomme en mousse, où il y a les serviettes, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte avec le cercueil, c'est quelque chose mais ça me plaît, j'aurais jamais imaginé que, moi, tu sais, on m'a toujours méprisé, mais qu'est-ce qu'ils m'ont mis dans la gueule sur mes chansons? C'est de la merde, c'est tout. Sauf Aznavour. Oui. M'avait dit, non, les chansons à la con, c'est celui qui chante Je t'aime comme moi, je l'ai chanté 3000 fois. Et qui me disait, non, à partir du moment où tu provoques une émotion chez les gens, c'est que c'est bien. Et je continue à faire ces trucs-là. Alors, je te dis, je suis très étonné parce que j'ai une nouvelle clientèle que je suis pas allé chercher, des mômes qui ont 15 ans, et qui s'en foutent complètement, qui me font, ouais, dans les soirées, on écoute du rap, et toi? J'ai écoutez les mecs, c'est bien, mais je suis un vieillard, moi. Apparemment, ça leur plaît. Ça conforte une chose, ça veut dire qu'il faut être sincère. Moi, malgré tout ce qu'ils m'ont mis dans la gueule, j'aurais pas victoire de la musique, hein, mais avec tout ce qu'ils m'ont mis dans la gueule sur ces chansons, c'est les gens qui ont choisi. Et moi, je me suis pas trahi, je suis pas allé faire des trucs pour aller chercher une certaine estime. Voilà. Mais en même temps, le plus grand cabaret du monde, c'est non seulement après, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais enfin, non, mais depuis Mozart, il y en a pas eu beaucoup des génies, hein. Non, on est bien d'accord. Voilà. Non, le plus grand cabaret du monde, donc vous le reprenez en tournée maintenant avec 100 personnes qui sont sur la route. Ça, c'est fantastique. Mais il y a une chose que j'ai apprise dans votre livre, c'est qu'il y a un spectateur qui est mort pendant une émission du plus grand cabaret. Qui est mort avant juste avant l'émission. C'est une grosse culpabilité. C'est la première fois que je faisais les sardines, d'ailleurs. Tu sais, l'après-midi, on répétait l'émission du soir, et aux tables, il y avait ce qu'on appelle des doublures lumière, tu vois, il y avait des gens, puis il y avait un monsieur qui était un peu gros, un peu fort, et à la fin de la répétition, on a fait les sardines, il y avait toutes mes danseuses qui sont descendues autour de lui, qui ont commencé à danser avec lui, et le mec, d'un coup, il est tombé raide. Et là, les pompiers sont arrivés. Alors, t'imagines, t'es à 2 heures de faire l'émission, les pompiers, le SAMU, tout ça. Ça dure 1 heure où on sait pas. Où les pompiers me disent, là, il est mort, on le ranime. Là, enfin, tu vois, un truc de fou. Et finalement, ils l'ont amené à l'hôpital. Il est mort quelques heures plus tard. Donc, je te dis pas, à présenter l'émission le soir, c'était quand même très compliqué. Et quelques jours après, je raconte dans le livre, j'ai reçu le coup de téléphone de sa femme. J'étais emmerdé pour répondre au téléphone, crois-moi. Parce que dans ma tête, c'est ma chanson qui l'avait tué, tu vois. Et en fait, sa femme m'a dit, je voudrais vous remercier, monsieur Sébastien, parce que mon mari a eu la plus belle mort qui soit. Il adorait vos chansons, il adorait les jolies filles. Il est mort sur une de vos chansons, entouré de vos plus belles danseuses. Donc, je vous remercie. Ça, c'est quelque chose ça bouleverse, quoi. Tu vois, il avait une maladie cardiaque, en plus. Il avait des antécédents, mais même avec les antécédents, tu te dis, putain, j'envoie ma chanson, le mec, il tombe. Je suis responsable, quoi. Il y a un autre exemple, c'est Jean Lefebvre, quand il jouait Pauvre France au théâtre du Palais Royal. Qui est mort de rire, non? Un spectateur qui est mort de rire. J'ai eu aussi ça. Oui. J'ai eu aussi, quand je faisais mes imitations. Au Palais des Congrès, je me souviens, j'ai une dame qui s'est mise à rire et qui s'est arrêtée, et qui est morte de rire. Dans ce livre, Patrick Sébastien, vous mettez fin à une légende. On pense que vous buvez alors que depuis 1985, vous ne buvez plus une goutte d'alcool. Ça aussi, c'est une légende. Je dois boire un verre de vin tous les 15 jours. Une histoire de cru, oui. Une histoire de cru. Une histoire de cru, ouais, mais un bon cru. Mais quand je dis un bon verre de vin, j'ai un ami qui vient d'avoir, qui a tout eu, qui a eu AVC, infarctus, machin, on lui a tout interdit, sauf le Bordeaux.
C'est pas un verre de vin, c'est pas nocif. Non, j'ai arrêté l'alcool vraiment il y a 36 ans. Ouais. Le jour, je me rappelle très bien, c'est le jour de mes 32 ans où j'ai posé mon verre, parce que ça me détruisait et parce que surtout j'ai appliqué avec un peu de retard une phrase qu'on m'avait dite et qui depuis ne m'a pas quitté, que je dis dans mon bouquin et qui peut aider aussi plein de gens, c'est que les excès c'est bien, mais il faut arrêter quand les emmerdements dépassent le plaisir. Et à partir du moment où les emmerdements dépassent le plaisir, j'arrête. J'ai arrêté le jeu aussi parce que j'étais joueur, j'ai arrêté l'alcool, j'ai pas arrêté le sexe parce que les emmerdements ne dépassent pas le plaisir. Je devrais arrêter la cigarette, mais pour l'instant les emmerdements ne dépassent pas le plaisir. Je pense que le jour où j'arrêterai, ce sera trop tard. Mais j'ai toujours fait comme ça, et la télé m'a arrêté à un moment où les emmerdements commençaient à dépasser le plaisir. Donc je les remercie. Voilà, et nous, on ne va pas s'arrêter comme ça. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 29 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Sébastien. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Patrick Sébastien. Ce livre donc est sorti le 29 septembre 2022, Vivre et renaître chaque jour. C'est un livre confession que vous avez écrit en un trimestre. Oui, je l'ai écrit juste après l'opération. D'ailleurs, ça a été bien parce que je me sentais, quand je suis sorti de l'opération, tu sais, ils te filent des opiacés. Là, j'ai pris du 8 tramadol pour ceux qui savent ce que c'est par jour. Je peux te dire que ça t'assomme. Et le jour où j'ai pu, ma première renaissance a été de commencer à écrire. Parce que là, le cerveau s'est réveillé, tu vois. Donc j'ai écrit ça volontairement dans le premier semestre 2022 en me disant, quoi qu'il arrive, je changerai pas une ligne au moment où il sortira. Pour avoir un côté visionnaire, pour être sur l'émotion elle-même, c'est-à-dire sur la pas la résilience, parce que la renaissance c'est pas la résilience. La renaissance c'est quotidien, c'est un travail de tous les jours. C'est pas oublier, c'est créer quelque chose, créer quelque chose de nouveau. Et donc, la résilience c'est plus essayer d'oublier un chagrin. Je connais ça par cœur, hein. Parce que de toute façon, tous mes excès, tout ce que je confesse dedans. Tous mes excès, c'est la mort de mon fils, c'est la plaie béante que j'ai depuis toujours. C'est une excuse à rien, mais c'est peut-être la raison de tout le reste, à la fois de mon insolence, du n'importe quoi, voilà, je pense que tout est là. Oui, et dans ce livre, Patrick Sébastien, vous dites des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais bonnes à entendre. Ouais. Bah oui, parce que je me lâche sur l'amour, je me lâche sur la politique, je me lâche sur la notoriété. Sur la notoriété, oui, j'explique quelque chose de la notoriété qui sont très compliqués, sur la politique, j'explique par exemple, je suis chez moi à Martel et puis que si un mec qui vient m'emmerder la nuit et que je vois se faufiler, je vais pas brandir le code pénal, je vais me défendre tout seul, voilà. C'est pas correct, c'est pas politiquement correct, mais si ma maison brûle et que je peux pas joindre les pompiers, j'essaie d'éteindre le feu tout seul. Ça plaît pas. C'est quand je dis que j'aime autant les énamourés romantiques que les travestis du bois de Boulogne, ça va peut-être choquer la morale, mais pas moi. J'y passe pas ma vie non plus, mais il y a des choses que j'ai dites qui sont des choses vraies. J'ai pas envie de maquiller ça. Tu sais, j'ai plein de défauts. Je suis un garçon loyal, intègre, tu le sais de toute façon. J'ai été plus emmerdé dans ma vie par les moralisateurs que par les différents, les exclus, les pas ordinaires, les soi-disant, tu sais, ceux qui étaient en marge, que par les marginaux. J'ai été beaucoup plus emmerdé par les donneurs de leçons de morale, ceux qui veulent t'expliquer comment vivre, comment faire. Voilà. Mais ça, il y en a de plus en plus aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus. Donc, ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est comme ce monde-là, on peut rien faire contre. Faut faire avec, et puis surtout s'en inventer un autre. Moi, je me suis inventé un monde complètement différent, où je suis entouré de gens qui sont dans ma bienveillance à moi, qui sont dans ma manière de penser, qui sont des gens généreux, et les autres, je les ai écartés de mon chemin. Ouais. Vous dites aussi dans ce livre, Patrick Sébastien, que la notoriété peut être toxique. Elle est toxique, de toute façon, je fais plein de démonstrations. Elle est toxique parce qu'elle est volatile, surtout. Tu sais, je raconte une anecdote qui est très significative. Moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé d'être au musée Grévin. Quand j'étais petit, pour moi, c'était une légion d'honneur. Et un jour, on m'a mis au musée Grévin. Putain, je te dis pas la joie. En plus, dans une loge de théâtre à côté de Michel Serrault. Et par contre, là, les gens, ils m'ont dit, pour vous mettre là, on était obligé d'enlever quelqu'un. Je dis, ah bon, vous avez enlevé qui? Et ils m'ont dit, Romy Schneider. Et j'ai pris ça comme une imposture. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Romy Schneider, c'est la star absolue. Qu'on l'ait enlevé elle pour me mettre moi,
ça veut dire que la volatilité, et je parlais de cette anecdote à une copine qui m'a dit Romy qui. Oui. Ça veut dire que la volatilité de mon métier, dans quelques années, en Patrick Sébastien, Patrick qui, voilà. On vous appelle Patrick Sabatier de temps en temps. On m'appelle toujours Patrick Sabatier. Mais c'est pour ça qu'il faut pas je me suis jamais enflammé là-dessus. Non, mais ce prix de la notoriété, on le paye parce que quand on sourit pas aux gens, il y a un problème. C'est pas le plus grave à payer. C'est pas le plus grave à payer la notoriété. Ce qui est le plus grave, c'est de soi à soi. C'est de savoir que, au niveau de l'amitié, tu as très peu de chances de savoir qui t'aime pour toi et qui t'aime pour ton image. Voilà, oui. C'est très compliqué à gérer tout ça. Et puis, il faut gérer le succès. Le succès est plus difficile à gérer que l'échec. Hein. Oui. Et l'échec, quand il arrive, il y a une chanson que j'ai retrouvée qui correspond exactement à ça. Je n'ose pas lui dire bonjour, parler d'hier, payer son verre. Le groupe Il était une fois a chanté Je n'ose pas lui dire bonjour. Ça, C'est Serge Collen. Je les ai bien connus. Oui. C'était un copain, Collen. Et Collen, un jour, tombe dans un bar de Montmartre sur Félix Marten, qui avait été l'amant d'Édith Piaf, que plus personne ne connaissait, et il n'osait pas lui dire bonjour. Et moi, je me souviens de Félix Marten venant vers moi quand j'étais jeune assistant de Philippe Bouvard, me disant « Écoute, fais quelque chose pour moi, parle à Bouvard, je voudrais revenir. » Et il n'est jamais revenu. C'est terrible. Je fais tout un truc dessus sur ces gloires passées qui disent maintenant que je suis plus dans la lumière, je suis beaucoup plus heureux. C'est pas vrai. Tu oublies pas ces moments-là. Tu oublies pas. C'est un exil qui fait peur. J'en parle dans mon bouquin. On a plein ce Sainte-Hélène dont on ne revient pas. Hier soir, il y a quelques jours, j'ai fait l'émission d'Hanouna et je sais que je discutais avec Montiel qui a été très touché dans mon livre parce que ce que j'appelle la peur du déclin qui rend fou. On le sait. On le sait que les sunlights vont s'éteindre. On sait que ça retombe. Moi, c'est en train de retomber. C'est pas complètement éteint, mais il faut s'y faire parce que c'est une came, c'est une drogue dure, la notoriété. Elle est chiante aujourd'hui parce que la nouvelle arme, c'est le selfie obligatoire. Et encore quand on te demande la permission, parce que tu peux être filmé à tout moment, ça c'est assez insupportable. Bien qu'on s'y plie avec plaisir, tu vois, mais quand elle s'arrête, cette notoriété, il y avait une très belle chanson de Gérard Lenormand que j'avais fait interpréter à l'Olympia qui s'appelle Quand une foule crie bravo, qui est un mec qui est dans la salle et qui a mal parce qu'il voit les gens applaudir quelqu'un d'autre. Elle est magnifique cette chanson si vous avez l'occasion d'écouter. Et puis il y a une rencontre que vous évoquez dans votre livre, une rencontre qui aurait pu mal se terminer dans un bar de Pigalle. Oui, parce que dans le bouquin, à un moment, je parle de ceux qui en façade sont des anges et où je dis pas les noms, hein, là je les balance pas, mais qui en façade sont des anges et n'en sont pas, et ceux qui en façade sont des démons et qui n'en sont pas. Et c'est vrai que j'étais dans un bar, parce qu'à l'époque j'ai passé 1 ou 2 ans dans ces quartiers-là, j'aimais bien ces gens-là. J'ai eu une relation très suivie avec une dame que j'ai sortie de cet endroit-là pour lui redonner une dignité. Et c'est vrai qu'un soir, j'étais au bar, et il y a un mec qui était dans un coin avec la barbe, très taciturne et tout. Et au moment où je me suis retourné pour aller vers la salle, le mec est passé derrière, j'ai renversé mon verre sur lui. Et j'ai dit, excusez-moi, monsieur, le mec m'a regardé d'un regard noir, il m'a fait... Et puis d'un seul coup, il s'est éclairé, il m'a dit, bon, pardon, c'était aussi un peu de ma faute. Il s'est tourné vers la barmaid, peut-être qu'elle m'écoute, elle s'appelle Flavie. Et il a dit, Flavie, remets ça à monsieur. Et Flavie a commencé à remplir le verre, il a dit, non, pas le verre, la bouteille. Et il est sorti. Et Flavie me fait, c'est ton jour de chance. Je dis, mais pourquoi? Parce que c'est Mesrine. Et en fait, il était recherché par toutes les polices de France. Il était déguisé. Il restait encore dans le coin. Et puis voilà, j'ai pas parlé avec lui juste pour m'excuser. Mais j'en ai rencontré d'autres et j'ai eu, tu sais, moi j'avais grandi avec les films de Ventura, de Gabin, tout ça. J'ai connu ce milieu. C'est un milieu qui a été agréable à fréquenter, mais avec lequel il faut pas se mélanger. Mais j'y ai encore beaucoup de vieux amis. Et la gloire, vous en parlez, il y a quelqu'un qui reste vraiment à 4 fois 20 ans une gloire. Et cette chanson, ça pourrait être un hymne contre une maire de la ville de Paris. C'est vrai que Hidalgo, vous en parlez beaucoup dans ce livre. J'en parle pas beaucoup, je parle de ce que je vois, Et en plus, j'étais copain avec elle. Moi, j'ai fait, tu sais, le jour du 13 novembre, le jour des attentats, on inaugurait le marché de Noël sur les Champs-Élysées. J'étais bras dessus, bras dessous avec elle et avec Kenji.
Et d'ailleurs, j'avais une appréhension, je voulais pas y aller. J'avais dit à Nana, c'était tendu à l'époque. Je dis putain, si quelqu'un veut faire péter un truc, je suis bras dessous avec Kenji qui était la star de l'époque, la maire de Paris. Il y a pas de protection, il y avait une foule incroyable. Et je me rappelle qu'à la fin de journée, on s'est dit c'est une belle journée. T'as raison. Oui. La journée, elle s'est mal terminée. Non, je lui en veux parce que c'est du n'importe quoi, parce que Paris, moi, j'ai connu Paris la nuit. Là, je sors le soir. Surtout, c'est l'impunité des vélos. J'ai rien contre les vélos et trottinettes. Je vous jure que j'ai rien. J'en fais du vélo. Mais putain, ils peuvent rouler sur les trottoirs, ils peuvent griller les feux, remonter tout. Si une bagnole fait ça, ils sont tués. Mais eux, ils ont le droit de tout. Ça m'emmerde, ça. C'est quelque chose qui m'emmerde, qu'ils aient le droit de tout. C'est pas la faute. Ils ont raison d'en profiter puisqu'on leur fait rien. Hein. J'ai rien contre eux. Mais elle a installé des trucs, le prétexte écologique, les travaux sans arrêt. Ça fait partie du bien vivre aussi de pas se retrouver sans arrêt, embouteillé avec du bruit, des marteaux-piqueurs et tout. Moi, je vis dans un petit village à Martel où le maire a eu l'intelligence d'allier le modernisme avec la tradition. Paris me plaît plus. La plupart des habitants de Paris, la plupart des maires de ville font tout pour que les gens habitent dans leur ville. Elle fait quand même tout pour faire partir les gens de cette ville. Oui, c'est assez vrai. Et je suis pas le seul à vouloir m'en aller. On est beaucoup à vouloir s'en aller. Et on peut rien faire. Alors j'ai pas de haine contre elle. Moi j'ai de la haine contre personne. Je constate. Et puis quand on n'est pas content, mais on s'en va. On est obligé. On va être obligé de quitter cette ville qu'on aimait bien parce qu'il y a une poignée de gens qui a décidé que c'est la même race que la télévision, que Madame Ernotte. Il y a une poignée de gens qui ont décidé que. Et donc les autres, vous partez, et parce que c'est pas votre place. Tout ce truc-là me plaît pas. Après, je n'ai rien de personnel contre elle, elle est charmante. J'ai rien de personnel, si ce n'est que dans sa gestion de cette ville, ça me plaît pas, c'est tout. Mais bon, il y en a d'autres qui s'appelaient, donc tant mieux pour eux. Alors, il y a quand même une note d'optimisme dans ce livre et qui est cher à Sud Radio, car je crois que l'un des plus beaux jours de votre vie, c'est à Cardiff en 1997, Patrick Sébastien. Ça paraît bizarre de dire ça quand on sait tout ce que j'ai vécu, la chance que j'ai eu de vivre des choses. J'ai le record d'audience de la télé, j'ai croisé mes idoles. Je te disais tout à l'heure en off que mon plaisir absolu, ça aura été que De Funès vienne me voir en spectacle. Mon plus gros frisson, réellement, c'est quand on gagne la Coupe d'Europe avec Brive à Cardiff. C'est mon plus bel orgasme, je te jure. Ça a été quelque chose de... Je m'en souviendrai toute ma vie, Et je me souviendrai aussi de l'ingratitude de la ville derrière qui, depuis, j'ai pas le droit de faire... tu sais, il y a un festival à Brive qui s'appelle le festival Je suis bienvenu dans toutes les villes de France, sauf là-bas. C'est curieux quand même. Ça a toujours été comme ça. Alors cet été, je crois que je vais aller à Malmort, juste à côté, à 10 km. Il y a le maire qui m'a dit, on va faire un gala ici. Non, c'est curieux parce que j'ai tout donné à cette ville. Je les aime bien, moi, hein. Mais il y a quelques édiles, il y a quelques élites qui m'aiment pas, voilà, parce que je suis pas comme tout le monde. Alors que à une époque, là, il y a quelques années, ils faisaient des sondages dans la France. Si on vous dit la ville de Brive, à quoi pensez-vous en premier? C'est Bourdon qui arrivait en premier. Et ils n'ont pas été du tout sympas avec moi. Mais moi, encore une fois, je leur en veux pas. Je regarde mon club jouer. Je souhaite qu'une chose, c'est que ça se passe bien, c'est que le club gagne. Je suis content, c'est mes couleurs, Mais c'est vrai que quand t'as apporté... j'ai passé ma vie à ça, à voir des trucs qui malheureusement ont réussi. C'est con, hein. Je me mets dans le rugby, merde, champion d'Europe. Je me mets à la télé, merde, record d'audience. Et donc dehors, voilà. C'est ce que je mets au début de mon bouquin, c'est le dégage perpétuel. Mais ça vient de moi, c'est de ma faute, hein. C'est pas la faute des autres, hein. C'est parce que je suis ce que je suis. Mais le problème, c'est que je veux pas changer. Et ne changer surtout rien. Voilà. Alors il y en a qui disent que ça fait très narcissique de dire ça. Ça me fait marrer parce que tu sais, sur les réseaux, les mecs, ils font putain, ce mec, il est narcissique et tout. Qu'est-ce qu'il y a de plus narcissique que de donner sur un réseau social un avis dont tout le monde se fout? Exactement. Mais nous, ce dont on se fout pas, c'est ce livre Vivre et renaître chaque jour chez XO, où vous vous dévoilez, qui est plein d'émotions, plein de vérité, et que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Patrick Sébastien. Je pense que ça va leur faire du bien. Ça me fait du bien à moi.
Et pas en termes de droit d'auteur. Non, ça m'a fait du bien, moi, de l'écrire. J'encourage les gens à écrire, justement, et surtout à partager et faire profiter de leur expérience les autres pour les aider dans les moments où c'est compliqué, quoi, où c'est difficile. Et nous, on a vécu ce moment avec bonheur, comme d'habitude. Vous revenez quand vous voulez. Ta famille va bien? La famille va très bien, merci. Bon, merci. Parce que je sais que tu étais un jeune papa il n'y a pas longtemps. C'est combien maintenant? Il a 7 ans. 7 ans déjà. Ah là là. Mais tu fais encore l'amour à ton âge? Je m'occupe beaucoup du petit aussi. Bien sûr. mon maître, c'est Patrick Sébastien, dans le genre. Voilà. Non, mais moi, je ne sais pas du tout ce que vous croyez. Moi, c'est fini tout ça. Moi, je n'en reste qu'aux travaux d'approche. Voilà. Bon, écoutez, merci Patrick Sébastien. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez Je te fais fidèles. un gros bisou, mon Jacques, et longue vie à toi et longue vie à ta bonne humeur. Et j'oublierai jamais à quel point tu as fait partie de ces monstres qui ont élevé le canular à la hauteur d'un monument. Qu'est-ce que c'était bien, les canulars. Continuons comme ça. Merci Patrick Sébastien. Il y en a encore. Macron a été élu président de la République. Tu te rends compte? Ça continue. Ça continue. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.